mercredi 24 février commence mal pour l'Alamo. Jim Bowie souffre de plus en plus. Désormais, de nouveaux symptômes ont fait leur apparition et les médecins ne savent toujours pas quelle en est la cause. Il est cloué au lit et se rend compte qu'il ne peut plus assurer son commandement. Il laisse le commandement au lieutenant-colonel Travis, qui à son chevet prend la décision de l'isoler dans une pièce dans les cantonnements sud près de l'entrée principale. En quittant ces quartiers, il chuchote à l'oreille de Roanna Halsbury « Petite sœur, ne t'inquiète pas. Je te laisse sous la garde du colonel Travis et du colonel Crockett, et d'autres amis sûrs. Ce sont des gentlemen, et ils te traiteront avec égard. » En phase 2, les Mexicains ont abandonné leurs fusils pour des pelles et des pioches. À 400 mètres de l'Alamo, ils passent leur matinée à creuser des tranchées et à élever des parapets. Le dictateur mexicain, lui, observe à la longue vue les défenses de l'Alamo et opte pour un siège totalement basique. Il ne met en place que 2 batteries de canons, car pour lui, les Texans vont manquer tôt ou tard de vivres et de munitions. Donc, leur résistance ne va pas durer. Et puis, 500 hommes supplémentaires doivent arriver en renfort par le sud. La brigade du général Goana n'est plus qu'à quelques jours de marche désormais. La victoire est proche. En attendant, son objectif est de fragiliser la position défensive des Texans. Au début de l'après-midi, les artilleurs mexicains ouvrent le feu sur la forteresse. Travis, de son côté, souhaite utiliser la poudre à canon de manière intermittente pour l'économiser. Les volontaires de Crockett sont les plus exposés. Tous se bouchent les oreilles et serrent les dents. Pendant des heures, les obus et boulets tombent dans les 4 coins de l'Alamo. Les murs résistent pour le moment au choc. Tous les volontaires texans sont accroupis derrière les remparts tout en tenant leurs fusils. Puis le soir, le calme revient. Le bruit sourd des canons s'arrête. Les Texans jettent un œil au-dessus des remparts pour voir si les Mexicains ne sont pas en ligne de bataille. Mais non. Aucune victime texane n'est à déplorer. Mais 2 canons ont été endommagés par des éclats d'obus, dont l'énorme pièce de 18 livres, mais qui peut encore servir. Traversé par de nouveaux doutes, Travis prend sa plume et écrit un message qui est adressé au peuple du Texas et à tous les Américains du monde. « Citoyens, chers compatriotes, je suis assiégé par 1 millier de Mexicains, sinon plus, commandés par Santa Anna. Pendant 24 heures, j'ai soutenu une canonnade continuelle, sans perdre un seul homme. L'ennemi exige une reddition sans condition, faute de quoi il passera la garnison au fil de l'épée à la prise du fort. J'ai répondu par un coup de canon, et notre drapeau continue de flotter fièrement au-dessus des murailles. Jamais je ne me rendrai, jamais je ne battrai en retraite. Par conséquent, je vous adjure, au nom de la liberté, du patriotisme, de tout ce qui est cher au cœur américain, de nous venir en aide de toute urgence. L'ennemi reçoit chaque jour des renforts. Ils seront 3 ou 4 000 d'ici 4 à 5 jours. Si cet appel n'est pas entendu, je suis déterminé à résister autant que possible et à mourir comme un soldat qui n'oublie jamais ce qui est dû à son honneur et à celui de son pays. La victoire ou la mort! William Barrett Travis, lieutenant-colonel. Le message est transmis au capitaine Albert Martin, qui doit aller en direction de Gonzales. Les sentinelles mexicaines n'ont même pas le temps d'agir face au départ du capitaine, qui lui a déjà remplacé le bruit des sabots de son cheval par le silence. Les guetteurs texans sont plus efficaces. L'un d'eux, dans la soirée, a soudainement vu une silhouette qui se déplace au niveau de la passerelle, et il donne l'alarme. Un des officiers ordonne de tirer un coup de feu en cette direction. Le tir atteint l'escouade du colonel Juan Bringuaz, qui est envoyé en reconnaissance. Les tirs texans étant précis, l'escouade mexicaine est obligée de se mettre à l'abri. Le dictateur mexicain, lui, a reçu des rapports d'informateurs locaux, plutôt mystérieux, qui lui assurent que 4 Texans ont été tués au cours de la canonnade. De suite, le dictateur ordonne à la fanfare d'entonner la sérénade aux insurgés. Derrière leur rempart, Travis et ses hommes connaissent la signification du deguelo, qui annonce qu'il n'y aura pas de quartier et aucune pitié ne sera de mise à leur égard. Le 25 février à l'aube, les défenseurs de l'Alamo s'aperçoivent que des tranchées ont été creusées de l'autre côté de la rivière. L'étau se resserre petit à petit. Le général mexicain souhaite tester la défense de l'Alamo et veut lancer une attaque frontale.
À 10h du matin, alors que les Texans ont relâché leur vigilance pour aller se reposer après 2 jours de siège sans repos, l'attaque débute. Une pluie fine fait son apparition et les volontaires texans voient les Mexicains s'approcher en rang serré, leurs fusils à l'épaule. Ils se tournent aussitôt vers leurs camarades et crient « Les voilà! Ils arrivent !» Au même moment, les clairons mexicains se font entendre, donnant le signal pour attaquer. Aussitôt, les défenseurs de l'Alamo jettent à terre leurs gamelles ou leurs tasses et se mettent immédiatement en position. En phase 2, c'est le bataillon Matamoros qui est renforcé par le régiment Jiménez. Au total, 300 soldats d'élite et expérimentés sont à l'attaque. Le lieutenant-colonel Travis est méfiant, car il a peur que ce soit une attaque de diversion pour camoufler un mouvement de troupes plus important, et il refuse de dégarnir les autres emplacements du fort. Il donne l'ordre à ses artilleurs d'ouvrir le feu en direction des Mexicains. Du toit de l'église, le capitaine Dickinson, aidé de Gregorio Esparza, envoie un premier tir, mais il est mal ajusté. Les autres pièces d'artillerie feront de même. Les uniformes mexicains bleus et blancs sont encore impeccables et avancent baïonnettes au canon. L'un à côté de l'autre, Travis et Crockett crient à leurs hommes de ne pas tirer et d'attendre que les Mexicains soient à bonne portée de tir. Ils leur recommandent également que chaque tir fasse mouche pour économiser le plus possible la poudre et les munitions. Les Texans se concentrent sur leur visée. Travis crie « Feu !» Une rafale de coups de feu se fait entendre et l'élan mexicain est freiné, car plusieurs soldats mexicains s'écroulent au sol. Certains courent se mettre à l'abri derrière des bâtisses. Les Texans rechargent leurs armes pendant qu'une pluie de coups de feu s'abat sur eux. Ils se redressent, se concentrent une nouvelle fois sur leur visée et tirent. Crockett, lui, est dans son élément. Il confirme qu'il est à la hauteur de sa réputation. À chaque tir, il fait mouche et il va encourager sans cesse ses compagnons. Très vite, l'affrontement tourne à l'avantage des défenseurs texans. Les Mexicains sont retranchés derrière les huttes et ne répondent plus que par intermittence. L'artillerie mexicaine ne leur apporte aucun soutien. Après 2 heures de combat, les Mexicains décident de se replier en traînant leurs blessés derrière eux. Voyant leurs adversaires fuir en toute hâte, les hommes de Travis exultent de leur succès. Davy Crockett retrouve le sourire et serre la main ou effectue des tapes chaleureuses aux hommes. Travis se réjouit de voir qu'il n'y a aucun mort dans ses rangs, juste de petites blessures bénignes. Le général mexicain, lui, enrage d'avoir subi un tel revers par des pirates comme il le dira. Le lieutenant-colonel Travis ne partage pas l'enthousiasme de ses hommes, mais il voit le danger face à l'entrée sud de l'Alamo. Il y a des maisons abandonnées qui peuvent servir aux Mexicains de couverture et qui peuvent y placer des batteries pour pilonner l'Alamo. Travis souhaite les détruire avant qu'il ne soit trop tard. Les volontaires ne manquent pas pour cette mission. Robert Brown, Charles Despaliers, James Rose, armés de torches, de fusils et de couteaux de chasse, se précipitent à l'extérieur du fort. Leurs camarades sont prêts à les couvrir en cas de problème, mais les 3 hommes réussissent à mettre le feu au bâtiment. Les toits de chaume s'embrasent et les murs de bois s'effondrent en flammes. La pluie qui a cessé de tomber laisse place à une épaisse fumée noire qui vient de la Vilita. Les Mexicains remarquent les maisons qui ont pris feu et ils visent les incendiaires. Mais James Rose, lui, s'est approché un peu trop près des positions mexicaines et tombe dans un piège. Il doit désormais courir le plus vite possible pour regagner l'Alamo. Mais la mission a réussi. Les maisons ne serviront plus et de plus, le point de vue est désormais dégagé. Travis sait que les renforts mexicains sont arrivés pour l'encercler et il apprend que le corps du général Ramirez y Sesma est désormais au complet. En début de soirée, les mouvements mexicains ne font que confirmer ses craintes. Le colonel Morales prend la tête d'un détachement chargé de creuser des tranchées et d'organiser le petit terrain à la Vilita. Sous la protection du bataillon Matamoros, qui surveille également la route de Goliad, 2 nouvelles batteries sont implantées de l'autre côté du cours d'eau. La première se trouve à 500 mètres de l'Alamo, l'autre se trouve à environ 1 km au sud-ouest. Le dictateur mexicain fait venir le colonel Bringuaz auprès de Goana pour demander de lui envoyer ses meilleures unités dans les plus brefs délais. Durant la nuit,
Un bataillon mexicain est chargé de tester la résistance sur le côté nord de l'Alamo, mais il est accueilli par une salve de coups de fusil. Après des échanges de tirs, les Mexicains doivent battre en retraite. Les Texans font encore mieux. Un groupe lance un raid contre les cavaliers de Ramirez y Sesma, et un second groupe, lui, lance un raid sur les coins reculés de la Vilita, en brûlant des cabanes et en récupérant du bois de chauffage qui est vital pour les Texans. Sous le feu mexicain, les rebelles accomplissent leur mission avec beaucoup d'efficacité. Mais Travis ne cache pas son inquiétude. Désormais, le fort est coupé du monde extérieur, sans renfort et sans vivres. D'ici quelques jours, il ne pourra plus tenir. Travis reprend sa plume et écrit une lettre au général Houston pour le presser de venir à son secours. Notre contingent est peu nombreux et l'ennemi continue à rapprocher ses positions des nôtres. J'ai de bonnes raisons de m'attendre à une attaque de ses forces conjuguées très bientôt. Mais je tiendrai jusqu'à la dernière extrémité, espérant recevoir des renforts dans un jour ou deux. Faites diligence pour que les secours ne tardent plus, car en raison du nombre infiniment supérieur de nos adversaires, il nous sera impossible de les contenir encore longtemps. Si nous sommes submergés, nous nous sacrifierons sur l'autel de notre patrie, en espérant que la postérité, ainsi que nos compatriotes, nous rendront justice. Aide-moi, ô mon pays, la victoire ou la mort! Mais pour la première fois, personne n'est volontaire pour porter le message. La garnison est pratiquement encerclée. Ce serait une mission suicide. Travis estime que ça vaut le coup de prendre le risque. Alors il réunit un conseil de guerre pour nommer celui qui va devoir apporter ce message. Malgré son refus, c'est le capitaine Juan Seguin qui doit aller porter ce message au général Houston. Avant de partir en compagnie d'Antonio Cruz, son aide de camp, Seguin, rend visite à Jim Bowie qui est dans son lit, grelottant de fièvre, et il lui demande s'il peut prendre son cheval pour aller livrer un message. Bowie, malade, reconnaît à peine son interlocuteur, mais finit malgré tout par accepter. Sous une pluie battante, Seguin et Cruz enfourchent leur monture. Mais au moment de partir, la sentinelle texane, croyant une désertion, s'en prend violemment aux deux hommes, avant que quelqu'un ne vienne lui expliquer les raisons de leur départ. Les messagers se glissent hors de l'enceinte et rejoignent la route de Gonzales. Les deux hommes ne font que 500 mètres et ils se retrouvent nez à nez avec la compagnie de dragons. Mais les soldats mexicains ont mis pied à terre pour se reposer. Seguin passe doucement devant eux et répond poliment aux questions des Mexicains. Dès qu'ils ont passé l'avant-poste, les deux hommes éperonnent leurs chevaux et se mettent au galop. Les dragons, surpris, se remettent en selle et se mettent à les poursuivre. Les balles sifflent autour de Seguin et Cruz, mais les deux cavaliers réussissent à les semer. Derrière eux, la canonnade reprend de plus belle. La supériorité mexicaine est flagrante. La brigade d'avant-garde du général Ramirez y Sesma est composée de 5 régiments, ce qui totalise 1350 soldats environ. Une 6e unité, le bataillon Allende, complète les effectifs, ce qui fait 300 soldats supplémentaires. Les troupes déployées autour de Fort Alamo comprennent 4 régiments d'infanterie, 1 de cavalerie et une batterie d'artillerie. En somme, le tiers des forces de Santa Anna est amené pour reconquérir le Texas. Les 4 détachements d'infanterie sont composés de 2 types de soldats. L'un est formé de soldats réguliers, qui sont des militaires de carrière qui dépendent du gouvernement de Mexico. Une autre unité est composée de miliciens. Ce sont des troupes qui ont été créées et équipées à la hâte par les autorités locales. Il s'agit du bataillon de la province minière de San Luis Potosí. Leurs uniformes, aussi étincelants qu'ils soient, ressemblent au modèle napoléonien. Les fantassins portent un treillis blanc et de courtes vestes bleues sombres, ornementées de revers et de larges épaulettes écarlates. Ils sont coiffés de chacos noirs, surmontés d'une petite visière et d'un pompon aux couleurs du Mexique. Sur leur rempart, les Texans sont émerveillés par leur superbe tenue. Mais surtout, ils savent que ce n'est pas le baptême du feu pour les Mexicains. Tous ont pratiquement 20 ans d'expérience dans l'armée. Les Mexicains vont établir le siège du Fort Alamo et certains des soldats vont en profiter pour se reposer. Mais surtout, ils attendent de faire la jonction avec l'arrière-garde du général Gaona. Pour eux, l'Alamo n'a aucune valeur stratégique et ce n'est qu'un avant-goût de la bataille finale contre le général Houston. Le dictateur mexicain, surnommé le Napoléon de l'Ouest, est entouré de brillants officiers qui ont tous une expérience au combat.
Mais l'armée mexicaine n'est pas sans faille. Elle souffre cruellement de problèmes de logistique. Les tenues des soldats mexicains sont trop légères et elles ne sont pas adaptées à la saison hivernale. L'approvisionnement en eau et en nourriture est limité, car les chariots, quand ils ne sont pas embourbés, sont attaqués par les Indiens. Du coup, les Mexicains réquisitionnent et confisquent de la nourriture ou de l'eau, mais les rations journalières sont malgré tout réduites. Surtout, on peut constater que l'armée mexicaine n'a aucun service médical. Rien n'a été mis en place pour soulager et soigner les blessures des soldats mexicains. Il n'y a pas d'aumônier pour apporter à ceux qui meurent une dernière consolation religieuse. Les fantassins mexicains sont équipés de vieux mousquets britanniques qui ont déjà été utilisés à la fin des guerres napoléoniennes. Les armes sont lourdes et ne sont pas pratiques du tout pour recharger. À cause de la mauvaise qualité de la poudre, leur portée de tir est de seulement 60 mètres. De ce fait, les Mexicains comptent sur la puissance de feu de leur artillerie pour mettre fin au siège du fort Alamo. Un officier d'état-major mexicain qui observe les défenses de l'Alamo écrit : En plaçant seulement 20 canons de façon judicieuse, ces pauvres murs ne tiendront pas 1 heure avant d'être réduits à un tas de pierres. Mais les Mexicains ne disposent pas d'une telle puissance de feu. L'avant-garde de Ramirez y Sesma n'en a que 8 et ils ne sont pas adaptés à des opérations de siège. Autour du fort, il y a 2 canons obusiers de 7 pouces, 2 canons de 4 livres, 2 de 6 livres et 2 autres de 9 livres. Ces canons peuvent provoquer des dégâts, c'est pour cela que les sapeurs vont essayer de les rapprocher au plus près de la forteresse. Les Mexicains, avec l'arrivée du corps de Gaona, vont avoir à leur disposition 2 pièces de 12 livres. Du côté des Texans, sans compter les déserteurs, les messagers qui ont quitté l'Alamo, plus les malades et les blessés, il n'y a que 160 combattants valides pour faire face à un ennemi nettement supérieur en nombre. Beaucoup d'entre eux sont des hommes originaires du Tennessee, du Kentucky, de Pennsylvanie et de Virginie. 30 d'entre eux sont nés de l'autre côté de l'Atlantique, surtout en Angleterre et en Irlande. Un petit nombre d'entre eux vient d'Écosse, Pays de Galles, des États allemands, de la France, d'Espagne et du Danemark. Contrairement aux Mexicains, la garnison texane ne compte pas de soldats de métier en activité, ou presque, car certains ont eu une expérience passée, comme le sergent Robert Muselman, qui a porté l'uniforme dans l'armée régulière américaine. Certains d'entre eux sont des déserteurs des troupes mexicaines et ont rejoint les rangs de la garnison après la capitulation du général Cos. Un autre défenseur a beaucoup plus d'expérience que ses compagnons. Il s'agit du français Louis Rose, qui est né dans les Ardennes en 1785 et qui est un vétéran des guerres napoléoniennes. C'est pendant la campagne de France en 1814 qu'il gagne ses épaulettes de lieutenant et la Légion d'honneur. Après la période des 100 jours aux côtés de son empereur, il part en Louisiane puis rejoint le Texas. Il prend les armes aux premières heures de la révolution texane aux côtés de Jim Bowie. C'est avec lui qu'il rejoint l'Alamo en janvier 1836. Le fort Alamo a une vraie cohésion. Tous unissent leurs efforts pour se battre contre les Mexicains. Et puis le fort Alamo est le poste le mieux armé à l'ouest du Mississippi. Il y a 18 canons qui sont braqués contre les Mexicains. Ce sont des batteries de 8 et 12 livres. La plus grande pièce d'artillerie pour défendre l'Alamo est celle de 18 livres. Les 25 obus peuvent servir de grenades en cas d'assaut. En prenant possession de l'Alamo, les Texans ont fait main basse sur de longs fusils à canon rayé, des Kentucky Rifles, qui sont utilisés par une vingtaine d'hommes. Il y a 200 sabres baïonnettes, qui sont toujours utiles en cas de lutte au corps à corps, et 15 000 cartouches. Ce sont des cylindres en papier contenant la charge de la poudre et la balle. Les artilleurs, en revanche, manquent cruellement de munitions. Il n'y a pas assez de poudre ni de projectiles pour tirer coup sur coup. C'est pour cela que le lieutenant-colonel Travis fait attention à l'emploi de l'artillerie au sein du fort. Mais pour lui, un seul but compte, tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Après le départ de Seguin et Cruz, les Mexicains repassent à l'action contre la forteresse. Ils le savent. Ils ne laissent aucun répit aux Texans. Ces derniers subiront une accumulation de fatigue et déposeront les armes. Le colonel Morales est chargé d'harceler les hommes de l'Alamo et de les priver de repos. Il est appuyé à l'est par les cavaliers de Ramirez y Sesma et des groupes de fantassins se déploient autour de la forteresse.
La manœuvre est repérée par une sentinelle texane qui donne aussitôt l'alerte. Les volontaires, tirés en sursaut de leur sommeil, prennent leurs fusils pour se mettre en position. Le commandant de la garnison, tiré de son lit, se précipite vers le rempart pour voir ce qui se passe. L'officier de garde pointe du doigt des masses d'ombre qui se déplacent dans l'obscurité. Travis donne l'ordre de ne pas tirer et d'attendre. Les Texans n'aperçoivent pas les soldats mexicains, mais par contre, ils les entendent très bien. Tout autour d'eux, ils entendent les officiers donner des ordres, les sonneries de clairons, le pas cadencé des soldats mexicains, le cliquetis de leurs sabres et le bruit des sabots. De temps à autre, des coups de feu et des coups de canon sont tirés pour intimider les Texans. Pour ne rien arranger, le climat se détériore. Un vent du nord se lève et souffle en rafale. Il ne fait plus que 4 degrés. Les Texans s'emmitouflent dans leurs manteaux et leurs couvertures et observent ce qui se passe. Le 26 février à l'aube, les Texans voient les cavaliers opérer un mouvement tournant depuis les collines de l'Est. Lourdement armés, les cavaliers poussent des cris. Les Texans n'attendent pas l'ordre pour tirer, mais ça ne produira aucun effet sur les Mexicains. Le lieutenant-colonel Travis rassemble ses meilleurs tireurs et décide de franchir avec eux la porte nord, mais ils ne vont pas s'aventurer à plus de 30 mètres des fortifications. Alignés sur 2 ou 3 rangs, les Texans ouvrent le feu. Les échanges de tirs vont durer 15 minutes. Face aux tirs nourris des hommes de Travis, les dragons sont obligés de faire demi-tour. Les Texans reviennent ensuite dans l'Alamo, mais avec le sentiment d'être pris au piège. Ce qui les préoccupe aussi, c'est de savoir si leurs messages ont bien été délivrés, car ils le voient, les Mexicains se rapprochent de leurs murs de jour en jour. La matinée sera plutôt calme. Donc le major Green Jameson, l'architecte de l'Alamo, colmate les brèches des murailles avec des sacs de terre, fait creuser de nouvelles tranchées et des parapets sont élevés dans l'enceinte du fort. Travis, lui, donne l'ordre à 2 groupes de volontaires de sortir de la forteresse pour accomplir une mission. L'un des groupes, armé de scie, doit débiter des cabanes en bois vers la Vilita et ramener un maximum de bois. L'autre groupe doit puiser de l'eau dans un canal d'irrigation. Mais repérés par des tireurs d'élite mexicains, ils sont obligés de revenir dans l'Alamo. Après le déjeuner, les 8 canons mexicains à l'ouest, à l'est et au sud-est ouvrent soudainement le feu. Les dégâts sont plus importants que les précédents jours. Le bruit est assourdissant, plongeant ainsi les Texans dans un véritable cauchemar. Les capitaines Carey et Dickinson ont reçu la consigne de ne répondre que par intermittence. Donc le duel d'artillerie n'aura pas lieu. Les tireurs d'élite texans sont prêts et chaque homme a 4 ou 5 fusils à portée de main pour assurer une bonne puissance de feu. Toute l'après-midi, ils ont esquivé les boulets ennemis et ils vont ouvrir le feu sur les soldats mexicains qui osent s'approcher à moins de 150 mètres de l'Alamo. À la tombée de la nuit, les canons mexicains s'arrêtent. Le bruit sourd cède la place à un calme pesant. Le vent du nord glace tout le monde. Mais ce qui fait peur aux rebelles est de n'avoir aucune nouvelle du monde extérieur. Les Texans s'aperçoivent que les murs sont sérieusement endommagés. Les hommes de Jameson se dépêchent de colmater les brèches. Surtout, le fait important, c'est que le bombardement mexicain n'a fait aucune victime du côté texan. Travis, lui, va effectuer une nouvelle sortie. Un groupe armé de torches, de pistolets et de couteaux doit se diriger aux abords du quartier de la Vilita et incendier les cabanes qui peuvent encore servir d'abri aux Mexicains. Campé à quelques dizaines de mètres de là, le bataillon de San Luis Potosi n'a même pas été mis en état d'alerte. Mais il est trop tard, car le groupe rebelle s'est déjà replié. Malgré quelques petites manœuvres d'intimidation des Mexicains, la suite de la nuit se calme, laissant un peu de repos aux Texans. Même les sentinelles vont se relâcher, mais les sapeurs mexicains, eux, continuent leur travail. Dans la matinée du 27 février, une brume légère fait son apparition sous un vent violent. Cette fois, l'adversaire conclut une trêve tacite. Des 2 côtés, on continue à s'observer. Le major Jameson, lui, emmène une petite escouade pour examiner les dégâts importants qu'ont subis les murs extérieurs. En fait, si les Mexicains n'attaquent pas, c'est parce que le général est inquiet, car la nourriture manque à ses troupes. Du coup, le dictateur mexicain va envoyer une lettre à Guana et à Filisola. Accélérez la marche. Envoyez le ravitaillement que vous pouvez rassembler.
Pressez l'intendant général de libérer les sommes qu'il détient. Trouvez 2 ou 3 quintaux de sel. Il en manque ici. Il n'y en a pas un grain. Et nous en avons besoin. En attendant, l'armée mexicaine est obligée d'improviser pour trouver des vivres. Observant les Mexicains, les gardes texans repèrent des soldats près d'un moulin qui souhaite détruire le canal d'irrigation qui alimente le fort. Malgré une rafale de coups de feu et de coups de canon, rien ne change. Envoyer un groupe déloger les Mexicains? Non, ce serait prendre un gros risque, surtout avec les cavaliers de Ramirez et Sesma. La fusillade va reprendre dans les 4 coins du fort. Davy Crockett, lui, va réussir à toucher un Mexicain qui se croyait hors de portée à 180 mètres de l'Alamo. Mais les coups vont ensuite se raréfier. Le problème de l'eau est désormais la première préoccupation pour la forteresse. Mais Jameson trouve une solution. Il va achever la construction d'un puits qui n'avait été qu'à demi-foré au sud du fort. Dans l'après-midi, le calme reprend peu à peu le dessus. Un général en chef mexicain, accompagné d'un groupe de cavaliers, s'approche à 200 mètres de la forteresse, en la pointant sans cesse du doigt. Davy Crockett et ses hommes le visent et tirent. Les balles loupent de peu le général mexicain qui, de ce fait, rebrousse chemin vers San Antonio. Travis, lui, veut envoyer une nouvelle lettre au général Houston, mais les volontaires ne se poussent pas pour transmettre le message. Cependant, un seul fait porter sa voix pour être volontaire. Le lieutenant James Bonham serre une dernière fois la main de ses camarades et quitte l'Alamo par la porte nord. Sans se poser de questions, il éperonne sa monture et disparaît dans l'obscurité. Tout le monde tend l'oreille, mais pas un coup de feu ne retentit. A-t-il vraiment réussi à passer les lignes mexicaines? Personne ne le sait. Par contre, beaucoup ressentent ce temps glacial et humide, ce qui laisse présager qu'il y aura bientôt une tempête. Dimanche 28 février. Le vent est enfin tombé, mais une épaisse brume couvre l'horizon. À l'intérieur du fort, les hommes sont fatigués et la nervosité se lit sur tous les visages. Les gardes texans, malgré la brume, aperçoivent 2 mouvements suspects au nord. Après avoir regardé à l'aide de la longue vue, ils constatent que ce sont bien les Mexicains qui reviennent à la charge pour couper les canaux d'irrigation et pendant la nuit, une batterie de canons a été installée au niveau du vieux moulin. Même si elle est à 700 mètres de l'Alamo, elle constitue une menace pour le mur nord, dont les parois sont dans un état de délabrement total. Avant même que Travis n'ait eu le temps de prendre une décision, les canons ouvrent le feu sur le fort. Le bombardement va durer toute la journée, sans interruption. Ce sera le plus violent depuis le début du siège. Les Texans essaient de riposter, mais ne réussissent pas à faire cesser le déluge de feu qui s'abat sur eux. Les canons de l'Alamo sont réduits au silence, car Travis souhaite économiser la poudre et le canon. Les hommes sont obligés de se recroqueviller derrière les fortifications ou de se coucher au sol pour se protéger. Pourquoi un tel acharnement? Parce que pendant la nuit, le dictateur mexicain a eu la visite d'un cavalier à son état-major, qui lui a annoncé que le colonel Feinin a quitté Goliad avec plus de 200 hommes pour prêter secours à Travis et ses hommes. Face à ce danger, le dictateur mexicain donne l'ordre de réduire l'Alamo en un tas de pierres, à moins que les rebelles ne déposent les armes. L'assaut final doit avoir lieu au plus tard dans 2 ou 3 jours, lorsque les renforts de Gaona seront enfin arrivés. Dans la forteresse, personne n'est au courant de cette nouvelle. Certains des défenseurs plongent dans le découragement. Davy Crockett va se charger de remonter le moral des troupes en faisant des clins d'œil, en plaisantant et en racontant le récit de ses aventures. Il joue également du violon, et John McGregor va sortir sa cornemuse pour savoir lequel des deux va faire le plus de bruit. Ce concert improvisé est entendu par les Mexicains, ce qui les étonne au plus haut point. Un autre individu va remonter le moral des Texans. Il s'agit de Jim Bowie, qui est toujours fiévreux, avec des quintes de toux, mais qui, ayant repris suffisamment d'énergie, demande à ce qu'on l'aide à le transporter jusqu'au seuil de sa porte. Il va crier à ses hommes de ne pas faillir à leur devoir. Lundi 29 février. C'est une journée plutôt tranquille pour les Texans. Après avoir passé une très mauvaise nuit qui les a forcés à rester sur leur garde, la matinée est plutôt calme.
Tout ce qu'on entend, c'est le vent qui se brise contre le fort. Les Mexicains ont une nouvelle fois profité de la nuit pour avancer leurs canons et leurs terrassements. Quelques échanges de tirs rompent le silence. Dans l'après-midi, la sentinelle texane note l'agitation au sein du camp mexicain. Tout autour de l'Alamo, des centaines de fantassins manœuvrent au son des ordres donnés par leurs officiers. Pour Travis, ces mouvements présagent l'assaut tant redouté. Son intuition est confirmée. Le bataillon Allende traverse la rivière Agay et prend position dans les collines broussailleuses situées à l'est de la mission. Les officiers se sont mis en position, mais cette fois hors portée de tir. La garnison est en état d'alerte. Tous les Texans sont à leur poste. Mais il ne se passe rien. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que les Mexicains ont l'air de se détourner de l'Alamo. Que se passe-t-il réellement dans la tête des Mexicains ? Depuis la veille, le général mexicain est rempli de doutes et il ne sait pas si les troupes de Feinin sont en route ou non pour San Antonio. Pour lui, il y a des signes qui ne se trompent pas, car les Texans ont l'air confiants et en plus, ils jouent du violon et de la cornemuse. Le dictateur, lui, ne veut pas attendre les rapports de ses espions qui doivent lui confirmer si les troupes de Feinin ont bien quitté Goliad. Il donne donc l'ordre à Ramirez y Sesma d'emmener le bataillon Allende et le détachement de cavalerie Dolores sur la route de Goliad. Le commandant de l'avant-garde a pour ordre d'attaquer tout ennemi sur la route de Goliad. Dans cette guerre, vous savez qu'il ne doit pas y avoir de prisonniers. Pour masquer son mouvement, Ramirez y Sesma ne se met en route que dans la soirée, car sinon les Texans risquent de se douter de quelque chose et ils vont de ce fait prolonger leur résistance. Le général Castrillon, de garde ce soir-là, va combler le vide causé par le départ des deux unités. Il va étirer ses troupes au maximum et recommande à ses subalternes de garder un œil sur la route de Goliad. Surtout que dans l'après-midi, Santa Anna propose aux Terranos, retranchés dans l'Alamo, une amnistie. Personne ne sait comment ce message est entré dans le fort, mais la plupart des hommes de Seguin désirent quitter les lieux. Travis est furieux, mais Bowie le calme et lui rappelle que les Terranos ne sont pas des soldats et n'ont pas prêté serment. Tous ceux qui veulent partir peuvent y aller. Avec un drapeau parlementaire, tous, sauf 7 d'entre eux, quittent le fort. La démarche de Santa Anna a porté ses fruits. Le nombre des combattants au sein du fort diminue. Le 1er mars, malgré une tempête et une fraîcheur qui percent jusqu'aux os, Lemuel Crawford, un Texan de garde, regarde sa montre. Il est 3 heures du matin, mais tout d'un coup, il voit des mouvements au nord-ouest. Des cavaliers ! Attention, ils arrivent ! Des échanges de tirs, des cris et des bruits de sabots se font entendre. Après avoir touché un soldat qui hurle, un des membres du fort Alamo reconnaît l'accent. L'un d'eux crie « Les renforts ! Ce sont les nôtres !» Sous les ovations de la garnison, une trentaine de cavaliers entrent dans la forteresse. Les volontaires retrouvent enfin le sourire. Ils agitent leurs armes et leurs chapeaux. Le lieutenant-colonel Travis vient lui aussi voir ses cavaliers. Il reconnaît parmi eux John Smith et Albert Martin, les messagers qu'il avait envoyés à Gonzales pour avoir du renfort. Les 2 messagers ont réussi à ramener à leur côté 30 cavaliers. Ce sont des volontaires recrutés à la hâte à Gonzales et dans ses environs. Mais Travis est déçu de ne voir que 30 cavaliers venir à son secours. Pour lui, c'est peu pour tenir le fort. Il aurait fallu 500 hommes. Il va essayer de se renseigner auprès des nouveaux arrivants sur l'état des renforts. Les cavaliers racontent que l'appel au secours de Travis a mis en émoi toutes les petites villes du Texas. Les imprimeries ont reproduit la lettre à une centaine d'exemplaires. À Washington-on-the-Brazos, le vice-gouverneur James W. Robinson a demandé qu'on cherche le général Houston pour délivrer les hommes de l'Alamo au plus vite. Le soir du 27 février, à San Felipe, le gouverneur Henry Smith lance un appel au peuple du Texas. « Je fais appel à vous en tant qu'officier. Je vous adjure, en tant qu'être humain, de voler au secours de vos compatriotes assiégés et de ne pas permettre qu'ils soient massacrés par des mains mercenaires. Pas un seul ! Cet appel s'adresse à tous ceux qui sont en état de porter des armes. Ralliez-vous sans perdre un seul instant, ou dans 15 jours, la guerre sera portée au cœur du Texas. Avez-vous le sens de l'honneur ? Faites en sorte qu'il ne soit ni insulté, ni terni. Possédez-vous un brin de patriotisme ?
Prouvez-le par une résolution hardie, prompte et virile. Si vous avez ne serait-ce qu'un peu d'humanité, ralliez-vous sans tarder et courez à l'aide de nos compagnons assiégés. Les citoyens de Gonzales ont devancé cet appel. Le lieutenant Kimball, aidé du major Robert Williamson, tente de recruter partout de nouveaux volontaires. Malgré ses efforts, il n'a pu réunir que 25 hommes. Mais il a reçu un message de Feinin qui annonce qu'il s'est mis en marche à la tête de 400 hommes et de 4 pièces d'artillerie. L'appel de Trévis et de Bowie ne doit pas être négligé. De très grands risques doivent être pris pour venir au secours des assiégés. Le colonel Feinin propose une jonction des forces texanes pour forcer les lignes mexicaines. L'endroit choisi est Cibolo Creek, un petit cours d'eau sinueux qui relie les routes de Goliad et de Gonzales et qui se trouve à 5 ou 6 heures de cheval de San Antonio. Le groupe du capitaine Smith a avancé rapidement. Et une fois presque arrivé, il a dû ralentir pour éviter d'être repéré par la cavalerie mexicaine. Le capitaine Seguin décide de se séparer du groupe pour rejoindre le groupe de Feinin. Le soir du 29 février, ils ont atteint leur but. Mais après un conseil de guerre, seule une quarantaine d'entre eux, dont Smith, rejoint le fort Alamo. Le reste doit attendre les renforts de Goliad. Et d'après les renseignements, le groupe de Feinin n'est plus qu'à 1 ou 2 journées de marche. Et en plus, il est guidé par le capitaine Seguin pour arriver le plus vite possible à l'Alamo. Travis, lui, espère que le général Houston est en train de lever une armée pour lui venir en aide. Mais son rêve est soudainement brisé, car les nouveaux arrivants lui déclarent que personne ne sait où se trouve le général Houston en ce moment même. Travis laisse paraître un visage dubitatif, car malgré la venue des 30 cavaliers, le dictateur mexicain a encore l'avantage sur la forteresse de l'Alamo. Dans cette matinée fraîche, les Texans ne changent pas leurs habitudes. Ils surveillent du haut des remparts les mouvements mexicains. Au sud-est, Davy Crockett et ses hommes prennent soin de leurs armes. Les hommes de Kimball, fraîchement arrivés, essaient de prendre leurs repères dans l'Alamo. Le major Jameson, lui, continue de travailler sur les fortifications. Jim Bowie, de son côté, est de nouveau alité, car il est de nouveau atteint de fièvre et de violentes quintes de toux. En fin de matinée, un concert improvisé se fait entendre dans la forteresse. Davy Crockett est au violon et John McGregor l'accompagne avec sa cornemuse. Tout le monde chante, danse et contre toute attente, Travis va demander aux artilleurs de Dickinson d'utiliser les 2 canons de 12 livres qui surplombent le mur ouest et d'ouvrir le feu sur San Antonio. Pour marquer les esprits, il choisit de viser la maison des Ituri, à l'angle nord-ouest de la place principale. En somme, à force d'observer les Mexicains, les Texans ont deviné que c'était leur quartier général. Les artilleurs font feu. Le premier coup est mal ajusté et explose au milieu de la place, sans faire de victimes. Le second, en revanche, atteint sa cible. La façade du bâtiment est frappée de plein fouet. Plusieurs soldats mexicains sont fauchés, et sans le savoir, les hommes de Dickinson ont manqué de très peu l'état-major mexicain. Et oui, vers midi, le dictateur mexicain est parti en reconnaissance au nord-ouest de l'Alamo, en compagnie de ses aides de camp. Car au réveil, il a appris qu'un petit groupe de cavaliers avait réussi à entrer dans l'Alamo. Et surtout, il apprend par le général Ramirez y Sesma que les troupes du colonel Feinin, qui font route pour San Antonio, ne sont pas qu'une rumeur non fondée. Certains même prétendent qu'il s'est retranché. Le dictateur mexicain donne l'ordre à son avant-garde de revenir sur ses pas. Dans l'après-midi, les Mexicains peaufinent leur plan d'attaque. Tout autour de l'Alamo, le lieutenant-colonel Ampudia supervise la construction de nouvelles tranchées. Les soldats qui sont en charge des travaux s'arrangent pour être hors de portée des fusils texans. Pour faire diversion, les Mexicains continuent leurs manœuvres d'intimidation et de harcèlement. Et puis, le retour de la colonne de Ramirez y Sesma provoque une agitation au sein des troupes mexicaines, ce qui pour les Texans ne présage rien de bon. Dans la soirée, l'atmosphère est lourde et pesante. Les Mexicains crient des mots en espagnol, des coups de feu sont tirés, puis des sonneries de clairons se font entendre. Malgré le froid, les Texans doivent rester vigilants. Mercredi 2 mars à l'aube. Le lieutenant-colonel Travis, armé de sa longue vue, balaye la colline à l'est de la forteresse. C'est l'endroit par lequel sont censées arriver les troupes de Feinin. Mais rien,
personne n'est là. Travis est de plus en plus perplexe quant à l'avenir du fort Alamo. Si le colonel Fannin et le général Houston ne viennent pas, pour lui, ça ne sert à rien de résister. Mais cette pensée, il la garde pour lui, car il peut encore se tromper sur l'avenir de l'Alamo. Par contre, du côté mexicain, les 3 unités d'élite du général Gaona ne sont plus qu'à une journée de marche de San Antonio, et elles campent pour l'heure sur les bords de la Médina. De bonne humeur, le dictateur va porter un toast à sa future victoire, et il sait dorénavant que les jours des défenseurs de l'Alamo sont comptés. En attendant l'arrivée des renforts, les canonniers mexicains ouvrent le feu sur l'Alamo et les tirs croisés vont endommager le mur du côté nord, mais ne font aucune victime du côté texan. Quand les canons s'arrêtent, les troupes mexicaines se déplacent et tirent en direction des remparts. En fin d'après-midi, les Mexicains sont de plus en plus présents aux abords de l'Alamo. À l'est, ils sont presque à portée de tir du fort. Le bataillon Jiménez prend position sur une petite route masquée par la végétation, une route découverte par des troupes de reconnaissance. Les Texans, quant à eux, entre 2 bombardements, guettent l'arrivée des renforts qui doivent venir de Goliad, mais toujours rien. Jim Bowie, qui se trouve dans sa chambre, livre sa dernière bataille, surtout face à sa maladie. Davy Crockett essaie de détendre l'atmosphère, mais rien n'y fait. Le lieutenant-colonel Travis, lui, n'est pas de bonne humeur. Cette fois, il en est convaincu. Les renforts ne viendront pas. Mais il est hors de question de déposer les armes. Il l'a juré au tout début du siège, mais il ne pensait pas en arriver là. Il pensait que les renforts seraient venus l'aider, mais finalement, il est seul. Le jeudi 3 mars, après quelques heures de repos, les hommes remarquent que la température s'est adoucie, ce qui n'est pas désagréable pour eux. Les terrassements des Mexicains se sont encore rapprochés durant la nuit, mais chacun des Texans vaque à ses occupations. Pendant ce temps, le dictateur mexicain part faire une reconnaissance au nord de l'Alamo et attend les 3 régiments de Gaona pour mener l'assaut final. À 11h du matin, les Texans ouvrent le feu au nord de la forteresse, car les sapeurs mexicains tentent de se rapprocher d'une batterie de canons. Mais les tirs des Texans ne sont pas efficaces. Du coup, les artilleurs demandent à utiliser les canons pour les éloigner, ce que Travis refuse, pour éviter de gâcher inutilement de la poudre et des munitions. Tout à coup, sur le côté est de l'Alamo, un des guetteurs hurle. « Un cavalier !» Quelques hommes ont eu le temps de l'apercevoir. Ce cavalier est couché sur son cheval et a réussi à passer les lignes mexicaines. Même les cavaliers de Ramirez et Sesma n'ont pas eu le temps de réagir. Au bout de quelques secondes, le cavalier entre dans la forteresse. Tout le monde le reconnaît. C'est le lieutenant James Bonham, un des messagers qui a tenu sa parole en revenant au fort. Ne trouvant pas le général Houston, il a donc eu un entretien avec le major Williamson, qui lui a remis une lettre pour le lieutenant-colonel Travis. Mon cher Travis, vous ne pouvez concevoir mon anxiété. Nous en sommes réduits à 1000 conjectures à votre sujet. 60 hommes ont d'ores et déjà quitté cette municipalité. Ils se trouvent, selon toute probabilité, avec vous aujourd'hui. Le colonel Fannin s'est mis en route il y a 3 jours, avec 300 hommes et 4 pièces d'artillerie. Ce soir, nous attendons des renforts de Washington and de Brazos, Bastrop, Brazoria et San Felipe, soit près de 300 hommes supplémentaires. Soyez sûrs que pas un seul instant ne sera perdu pour voler à votre secours. PS, pour l'amour de Dieu, tenez bon. Tenez jusqu'à ce que nous soyons en mesure de vous prêter notre concours. Meilleures salutations à vos gars et dites-leur de la part de Willy de rester résolu jusqu'à ce que j'arrive. Écrivez-nous très bientôt. C'est une bonne nouvelle pour Travis. Williamson fait venir en renfort plus de 8 à 900 hommes qui doivent arriver d'ici 4 jours. Mais Bonham lui donne 2 autres lettres. La deuxième est une lettre du vice-gouverneur Robinson qui n'apporte que son soutien moral et se préoccupe plus de la convention prévue à Washington on the Brazos. Déçu, il sait qu'il ne peut pas compter sur les autorités texanes. La troisième est une lettre du général Houston qui est revenu d'on ne sait où pour s'occuper des traités avec les Indiens, mais a complètement délaissé le fort Alamo. Pour lui, ce n'est qu'un tissu de mensonges. Les Mexicains n'ont pas franchi le Rio Grande et le lieutenant-colonel Travis envoie cette lettre seulement pour essayer de prendre sa place. Cette lettre déçoit profondément Travis.
qui sait maintenant qu'il ne pourra pas compter sur le général Houston. Du coup, il se méfie des promesses faites par Williamson, sachant que personne ne le soutient, comme le colonel Feinin, qui aurait déjà dû être là. En effet, le colonel Feinin s'est bien mis en route pour le secourir, mais il a rencontré pas mal de difficultés lors de son trajet. Avec le vent froid venu du nord, les hommes n'ont parcouru qu'une centaine de mètres. En traversant la rivière, les chariots se sont disloqués et il a fallu plusieurs heures pour les réparer. Feinin, voyant ses hommes exténués, a décidé de camper sur place. Puis, il a reçu un message qui disait que le colonel Francis W. Johnson avait été battu à San Patricio par le général José Urrea et sa colonne qui longeait la côte du Texas depuis Matamoros. Seulement 4 ou 5 hommes ont survécu à ce massacre. Feinin décide tout simplement de faire demi-tour pour se retrancher dans Goliad, dans une vieille enceinte de pierre baptisée Fort Défi. Il enverra une lettre au vice-gouverneur Robinson pour le prévenir qu'il s'attend à être attaqué tôt ou tard. Le 2 mars, il décide d'envoyer la moitié de ses troupes porter secours à Travis. Mais il se ravise une nouvelle fois, car le général Urrea pourrait surgir tôt ou tard. La mobilisation se fait un peu partout au Texas pour venir en aide à l'Alamo. Mais dans le même temps, la situation commence à se tendre dans la forteresse. 1 heure après le retour de Bonham, les cloches de l'église San Fernando se mettent à sonner. Des acclamations se font entendre du côté mexicain. En fait, ils célèbrent la victoire de San Patricio. À 4 heures de l'après-midi, les Texans entendent des acclamations venant de la ville. Le général Gaona a fait dépêcher ses 3 meilleurs régiments, les bataillons d'Aldama et de Toluca, mais aussi le détachement du colonel Duque, qui comprend le redoutable régiment des sapeurs. Au total, le dictateur dispose de 2500 soldats, dont 400 cavaliers. D'autres pièces d'artillerie seront également là, dans 3 à 4 jours. Les Texans sont accablés par ce qu'ils voient. Ils seront tôt ou tard submergés par l'armée mexicaine. Travis, lui, s'enferme dans son bureau et écrit une série de lettres. La première est adressée au président de la Convention siégeant à Washington on the Brazos. On suppose que le colonel Fannin s'est mis en route avec des renforts, mais je crois qu'il n'en est rien, ayant à plusieurs reprises imploré son aide sans en recevoir d'aucune sorte. Je me tourne à présent vers les seuls colons. À moins que les secours n'arrivent promptement, j'aurai à combattre l'ennemi quand et comme il le voudra. Je ferai toutefois de mon mieux, et je veillerai à ce que la valeur et le courage dont ont fait preuve mes hommes jusqu'à présent ne les abandonnent pas à l'heure du dernier combat. Bien qu'ils puissent succomber à la vengeance d'un ennemi impitoyable, la victoire coûtera si cher à ce dernier que mieux vaudrait pour lui une défaite. Dieu et le Texas, la victoire ou la mort. Cette fois, Travis envisage la chute d'Alamo. Mais pour lui, l'endroit est stratégique et il continue depuis le premier jour du siège à l'écrire dans ses lettres. Il va même demander 500 livres de poudre à canon, 200 boulets et 10 barils de poudre à fusil. Travis écrit dans une lettre à son ami Jesse Grimes « Que la Convention se hâte d'adopter une déclaration d'indépendance. Alors nous comprendrons, et le monde avec nous, dans quel but nous combattons. Sous cet étendard, nous sommes prêts à exposer nos vies 100 fois par jour et à défier le monstre qui nous attaque avec un pavillon couleur de sang, qui menace de massacrer tous les prisonniers et de faire du Texas un vaste désert. J'aurai à combattre l'ennemi quand et comme il le voudra, mais je l'attends de pied ferme, et si mes compatriotes ne viennent pas à mon secours, je suis décidé à périr en défendant la place, et mes ossements accuseront hautement l'indifférence de mon pays. » Travis ne sera pas le seul à prendre la plume. D'autres dans la garnison le feront aussi. Toutes les lettres sont transmises à Smith, qui enfourche sa monture. Travis lui rappelle qu'il doit faire vite. Les 2 hommes se mettent d'accord sur un signal. L'Alamo tirera 3 fois par jour le canon de 18 livres pour que l'on entende au loin que la garnison tient toujours. Après une poignée de main, Smith réussit à passer les lignes mexicaines et à disparaître dans l'obscurité. Le 4 mars, à l'aube, les canonniers mexicains ont désormais trouvé le point faible de l'ouvrage. Il s'agit du mur nord. Durant la nuit, les Mexicains ont rapproché leurs canons à 200 mètres de la forteresse. Maintenant, tous les boulets font mouche. Des gros blocs de pierre s'effondrent.
La muraille est percée à plusieurs endroits. À l'intérieur, Travis donne l'ordre de préserver les munitions le plus possible pour les utiliser lors de l'assaut final. Les Texans creusent des tranchées, élèvent des parapets et comblent les brèches à l'aide de sacs de sable ou de vieilles planches en bois. Les travaux de fortification sont menés à l'intérieur des baraquements, qui peuvent servir de seconde ligne de défense. Du côté mexicain, le dictateur, après une réunion avec ses officiers, annonce que l'assaut aura lieu le dimanche 6 mars à l'aube. Il souhaite que les officiers préparent leurs hommes à l'assaut. Il dit à l'un de ses officiers « Mais que sont donc les vies de soldats sinon des poulets ? Je vous le répète, l'Alamo doit tomber et mes ordres doivent être exécutés à n'importe quel prix ! Si nos soldats sont repoussés, ceux qui se trouvent en seconde ligne doivent les forcer à aller de l'avant et les obliger à escalader ces murs, quoi qu'il en coûte !» Durant la nuit, les manœuvres de harcèlement continuent. Les Texans privés de sommeil restent sur leur garde. Le 5 mars, le ciel est dégagé. Mais les Texans remarquent que les Mexicains ont une nouvelle fois rapproché leurs canons. Tout à coup, les canons mexicains ouvrent le feu, et cette fois c'est un feu qui ne doit pas s'arrêter. L'objectif est simple, créer le plus de brèches possible pour que les soldats mexicains puissent s'engouffrer. Les canons grondent jusqu'en fin d'après-midi. Les Texans réussissent à esquiver les boulets et les éclats d'obus. Mais les murs de l'Alamo ne résistent pas, la muraille est complètement disloquée, surtout du côté nord. Jameson et son escouade tentent de colmater du mieux qu'ils peuvent les brèches, en empilant des sacs de sable en hauteur et en utilisant des vieilles charpentes en bois taillées en pointe. Selon un témoin, la forteresse ressemble à un panier percé. En début d'après-midi, le dictateur réunit ses officiers. L'un des généraux dévoile son plan d'attaque. L'attaque va devoir avoir lieu à 4 heures du matin pour surprendre les rebelles. 4 colonnes différentes se lanceront à l'assaut de l'Alamo. Cos chargera à l'angle nord-ouest, Duque au nord-est, Romero à l'est et Morales au sud. Au total, 1200 hommes seront engagés. Pendant l'affrontement, les 400 cavaliers de Ramirez et Sesma devront prendre position sur les collines de l'est et sabreront les Texans qui essayeront de prendre la fuite. L'état-major, lui, restera à la batterie de canons disposée au nord de la mission. De là, il contrôlera les troupes en réserve et les lancera si besoin au milieu de la mêlée. Les officiers doivent s'assurer que les soldats portent leurs shakos et que leurs souliers soient brossés. Leurs armes, et surtout les baïonnettes, doivent être dans un excellent état. Pour forcer le passage, chaque colonne devra se munir d'échelles, de pieds de biche et de haches. Et surtout, ordre est donné de ne faire aucun prisonnier, car le général en chef leur rappelle que ce ne sont que de vulgaires pirates. Vers 5 heures de l'après-midi, les canons mexicains se taisent. Les Texans constatent les dégâts sous un nuage de fumée. Ils s'aperçoivent que la façade croule de toutes parts. Seule la chapelle a résisté aux impacts des projectiles. Les sentinelles remarquent des mouvements de troupes importants chez les Mexicains. Ce sont des grenadiers qui longent la rivière pour se cacher dans les fourrés pour faire face au mur nord. Les Texans, en réalité, en ont marre de s'occuper des fortifications et ils vont profiter du silence pour se reposer. Le lieutenant-colonel Travis profite de cette accalmie pour rassembler ses hommes et leur exposer la situation. Ils ont le droit de savoir ce qui les attend dans les murs de l'Alamo. Face à ces hommes, Travis est froid et impassible. Il félicite chaque personne pour avoir accompli son devoir de patriote. Il annonce qu'il n'y a rien à attendre de l'Alamo, juste une mort glorieuse. Les Mexicains ont reçu d'importants renforts et pour des raisons diverses, le général Houston et le colonel Feigney ne viendront pas au secours de la garnison. Travis offre le choix à chacun de se rendre avec le drapeau blanc, mais lui, il restera jusqu'au bout. Il rappelle que sa résistance, plus longtemps qu'elle durera, plus elle permettra au Texas de se préparer à se défendre. Mais il ne force personne à faire la même chose que lui. Si certains veulent tenter leur chance à l'extérieur, eh bien ils doivent la tenter. Travis prend son épée et trace dans le sable un trait, invitant tous ceux qui sont prêts à continuer la lutte à franchir cette ligne avec lui. Tous les combattants franchissent également la ligne, sauf le Français Louis Rose, qui veut arrêter de se battre.
Dans la nuit, le Français réussit à se glisser à l'extérieur de l'Alamo et prend la direction de l'est. Malgré ses vêtements en haillons et ses pieds en sang, il réussit à échapper aux patrouilles mexicaines. La soirée est calme autour du fort Alamo, ce qui laisse présager du pire. Travis profite de cette accalmie pour inspecter ses défenses et il s'aperçoit que tout le monde va devoir mettre la main à la pâte pour réparer du mieux qu'il peut les dégâts. À minuit, il écrit une nouvelle lettre au colonel Feinin pour qu'il vienne à son secours. Celui qui porte ce message, c'est Jim Allen, un adolescent de 16 ans qui réussit à franchir avec sa jument les lignes mexicaines. Travis donne ensuite quelques objets lui appartenant à des personnes non combattantes, puis il regagne son poste. Il fait savoir à ses hommes que chacun doit garder des fusils chargés de son côté. En cas d'assaut, le dernier vivant va devoir faire sauter le magasin à poudre. Puis, après avoir inspecté une dernière fois le fort, il décide de stopper les travaux. Les défenseurs peuvent prendre un peu de repos car tous tombent de fatigue. Il est 3 heures du matin et le compte à rebours pour l'assaut final a déjà commencé. À minuit, les officiers mexicains sont réveillés par leurs officiers et se préparent dans le silence le plus complet. La pleine lune est voilée par d'épais nuages. Les Mexicains comptent bien en tirer un avantage. Marchant sur la pointe des pieds, les fantassins traversent la rivière et prennent position aux endroits désignés qui se trouvent à 200 mètres de l'Alamo. Baïonnettes au canon, les soldats s'allongent sur l'herbe humide et froide et vont attendre le signal de l'assaut. Au nord-ouest, le général Cos est à la tête d'une force de 300 hommes, appartenant pour la plupart au bataillon d'Aldama. Face au mur nord, le colonel Duquet est en compagnie de 400 troupiers expérimentés. À l'est, le colonel Romero aligne 300 fusiliers qui appartiennent au régiment Jiménez et Matamoros. Au sud, face à la palissade défendue par Davy Crockett, le colonel Morales a avec lui une centaine de chasseurs. Lors de ce premier assaut, les Mexicains rassemblent plus d'1 millier d'hommes. Ils emportent avec eux 28 échelles pour gravir les murs de la forteresse et la cavalerie de Ramirez et Sesma complète quant à elle l'encerclement total de l'Alamo. Aux alentours de 3 heures du matin, ces cavaliers se dissimulent au milieu des futaies qui se trouvent le long des collines de l'Est. Les réserves sont placées sous le commandement du colonel Ama. Elles sont composées du corps des Zapadores, de 5 compagnies de grenadiers et de la fanfare. Le dictateur mexicain, n'ayant pas trouvé le sommeil la veille au soir, est de très mauvaise humeur et veut absolument mettre fin à ce siège, quel qu'en soit le coût humain. Le général Castrillon hésite et n'est pas pressé de donner le signal de l'assaut. Il souhaite différer l'offensive, c'est-à-dire de compagnie en compagnie, de bataillon en bataillon. Avec l'attente, les soldats mexicains ne tiennent plus. Leurs officiers leur demandent de rester immobiles sans faire un bruit. Des soldats mexicains sont envoyés en avant pour éliminer à l'arme blanche les sentinelles texanes se trouvant à l'extérieur de la forteresse. Les 3 guetteurs texans se font surprendre dans leur sommeil et sont tués silencieusement. La route du fort est désormais ouverte. À 4 heures du matin, les soldats mexicains attendent toujours, tapis dans l'ombre, le signal de l'assaut. Le trompette, José María González, surveille l'état-major qui doit donner le signal. L'attente devient une souffrance pour les fantassins mexicains. À l'état-major, on fait un signe de la main pour rappeler le général Cos et le colonel Duquet. L'échange sera bref, mais ils reçoivent l'ordre de faire avancer tout doucement leurs troupes en direction de l'Alamo. D'autres officiers vont prévenir les colonels Morales et Romero de faire la même chose. À 5 heures, des centaines de soldats lourdement armés avancent en rang serré et au pas cadencé vers l'Alamo. Mais un soldat mexicain n'y tenant plus crie « Viva Santa Anna! Viva la República !» D'autres voix le suivent. Le dictateur n'a plus le choix maintenant. Il ordonne au trompette González de sonner la charge. En quelques secondes, des dizaines de clairons sonnent la charge à leur tour. Le général Cos s'élance au nord-ouest de l'Alamo, à la tête de ses hommes en hurlant « Arriva !» La bataille de Fort Alamo ne fait que commencer. L'officier de garde texan, le capitaine John Bogue, sonne l'alerte et crie
Les Mexicains arrivent! Puis, il se précipite dans le quartier des officiers. Il fait irruption dans la chambre du lieutenant-colonel Travis et crie. Colonel Travis, les Mexicains sont là! Réveillé en sursaut, ce dernier enfile rapidement ses bottes, ceint son épée et saisit son fusil à 2 canons. En courant vers le mur nord, il crie. Allez les gars, les Mexicains sont sur nous! Pas de quartier! Au milieu des cris et des coups de feu, les Texans grimpent au rempart et déchargent rapidement leurs fusils sur les Mexicains, qui ont pratiquement atteint les murs. Les canons de l'Alamo ouvrent le feu. Au nord, les 3 pièces de 8 livres font des dégâts dans les rangs mexicains. En fait, les artilleurs ont chargé des clous, des maillons de chaîne, des fers à cheval découpés, des morceaux de charnière et d'autres pièces métalliques. Les obus et les boulets pleuvent de partout. Du côté mexicain, le colonel Duque, touché à la cuisse, s'effondre au sol. Autour de lui, il voit des dizaines de soldats mexicains qui jonchent le sol. 2 soldats viennent le récupérer pour le mettre à l'abri. Malgré les tirs meurtriers de l'artillerie texane, les Mexicains avancent toujours. Les officiers mexicains menacent de leurs armes les soldats qui essayent de faire demi-tour. La fanfare mexicaine commence à jouer le degüello, ce qui ne laisse rien présager de bon. Au mur nord, les Mexicains avancent rapidement et ne sont plus qu'à quelques mètres, mais les artilleurs texans ont du mal à pointer leurs pièces vers les troupes mexicaines. Le lieutenant-colonel Travis se trouve entre les 2 canons. Il entend les balles ricocher autour de lui et il encourage ses hommes. Même si les Texans infligent de lourdes pertes aux Mexicains, ces derniers réussissent à franchir le fossé de protection et dressent contre les murs des planches et des échelles. Certains commencent à escalader la façade, mais se retrouvent face à la silhouette de Travis, qui se penche et tire à bout portant sur eux. Les Texans vont suivre l'exemple de leur chef et font la même chose que lui. Mais soudain, une salve éclate dans l'obscurité et fait s'effondrer le lieutenant-colonel Travis au sol. Une balle l'a atteint au front et il gît désormais sans vie. La bataille est acharnée, mais les Texans résistent bien. Au nord-ouest, les fusiliers du général Cos sont en difficulté à cause des tirs d'artillerie texans. À l'est, les troupes du colonel Romero sont sur le point de pénétrer dans le corral, mais les 3 canons placés sur le toit de l'église les obligent à obliquer en direction du nord. Au sud-est, les Ténésiens de Crockett parviennent à mettre en déroute les chasseurs du colonel Morales. Les Mexicains, menacés par les 2 canons de l'entrée principale de l'Alamo, sont obligés de se réfugier derrière les ruines de huttes situées au nord-ouest de la mission. Suite à la blessure du colonel Duque, le général Castrillon prend le commandement des forces placées devant le mur nord. Le capitaine Bogg prend la place de Travis et motive à son tour les troupes à résister. Du haut des remparts, elles opposent de violentes résistances aux Mexicains qui essaient d'escalader la façade. Des 2 côtés, les pertes commencent à compter. Certains des Mexicains font demi-tour car ils ne souhaitent pas se jeter dans la mêlée. Le général Castrillon et ses officiers reforment les lignes pour les rediriger vers l'Alamo. Les Texans fournissent un feu nourri et brisent l'élan de la charge. Les balles fusent de partout. Certains Texans tombent en bas des remparts et les soldats mexicains tentent de prendre pied à l'intérieur de la forteresse. Les combats rapprochés sont particulièrement violents. On s'embroche à la baïonnette, on se frappe à coups de crosse ou on s'empoigne à main nue. Encore une fois, les forces mexicaines se replient. Les 3 colonnes n'ont pas réussi, elles non plus, à pénétrer dans l'Alamo. À l'est et au nord-ouest, les troupes de Romero et de Cos font face à une résistance plus qu'acharnée. À l'angle sud-ouest, les chasseurs du colonel Morales sont immobilisés par la puissante pièce de 18 livres. Les hommes de Crockett aident les artilleurs et font preuve d'une adresse remarquable. Malgré de nombreuses pertes, les Mexicains continuent leur pression et renouvellent leur assaut. Au bout de quelques minutes, les Texans vont s'acharner sur le mur nord. Malgré un déluge de feu, ils parviennent à coordonner leurs offensives. Le point faible de l'Alamo est attaqué en 3 endroits. Le colonel Romero décide de jeter une partie de ses forces sur l'angle nord-est. À l'opposé, le général Cos repart à la charge. Au centre, les soldats de Castrillon s'élancent pour la 3e fois en direction de la muraille.
En bas de la forteresse, ça finit un peu en bousculade, car certains marchent sur leurs camarades qui sont sans vie. Certains sont contre le mur, mais ne sont finalement pas à l'abri, car leurs camarades qui arrivent vers eux tirent à l'aveugle et certains sont touchés par leurs propres troupes. Le dictateur observe la bataille avec sa longue vue et il est furieux de constater à quel point les Texans résistent à son assaut. Il n'a pas imaginé que le mur nord allait tenir face à ses troupes. En colère, il appelle le colonel Augustin Amat et lui intime l'ordre d'ajouter ses réserves au combat. D'un pas cadencé, il élance ses 400 fantassins dans la lutte. Le régiment d'élite des Zapadores part prêter main forte aux hommes du général Castrillon, bloqués au pied de la forteresse. Du haut des remparts, les Texans continuent à tirer et à repousser les échelles. Les renforts mexicains qui arrivent à proximité du fossé déclenchent une salve meurtrière. Leurs balles fauchent les soldats des deux camps. Les Texans s'aperçoivent qu'ils sont peu nombreux pour organiser une résistance efficace et commencent à se replier à l'intérieur de la forteresse. Le général mexicain Juan Amador, qui a été relevé de son commandement 2 jours plus tôt, décide d'escalader à main nue les 3,60 m de la muraille. Malgré plusieurs frayeurs, il réussit à atteindre le sommet. D'autres soldats vont faire la même chose et vont escalader la muraille. Les balles ne repoussent plus les Mexicains désormais. De terribles corps à corps ont lieu. On se bat à la baïonnette et au couteau. Les officiers, eux, utilisent leurs sabres. Les Mexicains, arrivant au sommet de la muraille, sont reçus à coups de crosse et chutent en emportant leurs camarades qui les suivent. Certains Texans commencent à se replier vers les baraquements. Le général Cos recommence son attaque au nord-ouest de l'Alamo. Cette fois, ses fantassins réussissent à percer à plusieurs endroits les défenses texanes. À coups de hache, de pieds de biche et de barres de fer, ils démolissent les fenêtres et les portes condamnées du périmètre. Au nord-est, les hommes du colonel Romero effectuent la même percée. Désormais, les soldats mexicains affluent de partout et entrent dans l'enceinte de l'Alamo. Les Texans se dirigent vers les baraquements qui sont, pour eux, le dernier endroit pour résister. Les Mexicains, au son du degüello, entremêlés de cris et de tirs, continuent d'avancer. Pris à revers, certains s'élancent dans d'ultimes corps à corps. Et ce qui est encore pire dans cette histoire, c'est que les artilleurs texans n'ont pas le temps d'enclouer leurs canons. Donc les Mexicains vont les retourner et les utiliser contre eux. Le capitaine Dickinson et ses hommes utilisent toujours les canons au sommet de l'église. Mais il est horrifié par ce qu'il voit. Il part dans l'église, serre sa femme dans ses bras et lui demande, si elle est épargnée, de sauver leur enfant. Il repart ensuite dignement au combat. Aidé par quelques artilleurs, Dickinson retourne les 3 canons en direction des Mexicains qui tentent de forcer les baraquements. À l'est, le colonel Romero et ses hommes ont réussi à pénétrer dans le corral. À cause de la chute du mur nord, les Ténésiens de Crockett qui résistaient bien à l'angle sud-ouest sont obligés de se replier devant l'église. Les chasseurs de Morales n'ont de ce fait aucun mal à prendre le canon de 18 livres. Les Mexicains continuent à avancer vers l'entrée principale. Le sergent William Ward et ses hommes vont tomber face à une avalanche de coups de baïonnette. Partout, les Mexicains sont sans pitié et achèvent les blessés ou les Texans isolés. Par petits groupes, ils enfoncent les portes et s'infiltrent dans les pièces du mur sud. Dans l'une d'elles se trouve Jim Bowie, toujours souffrant sur son lit. Dès leur arrivée, les Mexicains le criblent de coups de baïonnette et l'achèvent d'une balle dans la tête. Quoi qu'il en soit, Jim Bowie a tenu sa parole. Il ne s'est pas rendu. Le dictateur mexicain observe toujours la bataille à la longue vue et s'aperçoit qu'il est sur le point de remporter la victoire. Il n'y a plus que 2 poches de résistance, une qui se situe aux alentours de la chapelle et l'autre qui se trouve dans les cantonnements du mur est. C'est là que les Mexicains attaquent en premier. Les troupes de Cos et de Castrillon font leur jonction dans la cour et les troupes de Romero prennent à revers les Texans. Ces derniers vont tirer à travers les embrasures des fenêtres et des encadrements de portes. Comme l'espace est assez petit, ils se relayent pour maintenir un tir continu.
D'autres se sont repliés dans les tranchées qui ont été creusées il y a quelques jours. Des centaines de Mexicains hurlent en se lançant à l'assaut des baraquements. Mais cet assaut finit en véritable carnage. Les premiers rangs des soldats mexicains sont décimés par le feu de l'adversaire. Oui, mais également par leurs propres armes. Depuis l'angle sud-ouest, le tir de la pièce de 18 livres retournée contre les Texans n'est pas précis du tout et décime les troupes mexicaines. Le général Cos, foudrage, ordonne aux trompettes de sonner un cessez-le-feu. Mais peine perdue, personne ne fait attention à la sonnerie. Au milieu de ce chaos, le lieutenant José María Torres escalade le bâtiment pour retirer le drapeau des New Orleans Greys et le remplacer par le drapeau mexicain. Il n'aura pas le temps de se mettre à couvert qu'il sera pris pour cible par les Texans. Il y aura au total 5 hommes qui auront perdu la vie pour planter le drapeau mexicain. Après avoir défoncé les barricades à coups de canon, les Mexicains chargent pour éloigner les défenseurs. Un combat sans merci a lieu dans les tranchées. Certains se jettent à corps perdu dans ces combats au corps à corps. Certains Texans arrachent une chaussette blanche pour l'accrocher au bout de leur fusil, montrant manifestement qu'ils souhaitent se rendre. Mais les Mexicains ne font pas de quartier. Tous sont transpercés à coups de baïonnette. Obéissant aux ordres du dictateur, les Mexicains ne font pas de prisonniers et massacrent à l'arme blanche les blessés et les malades du docteur Pollard. Des Texans réussissent à s'échapper des baraquements par une porte donnant sur le corral. Ils se frayent un chemin au milieu des bestiaux et se dirigent à vive allure vers la sortie est de l'Alamo. Les fusiliers du colonel Romero les mettent en joue et tirent. Leurs tirs vont faucher quelques fuyards. Les autres sont déjà dans la prairie et d'autres encore sont à cheval. C'est à cet instant que les cavaliers de Ramirez et Sesma interviennent. De leur monture, les Mexicains les arrêtent à coups de lance et de sabre. Même les Texans cachés dans les broussailles sont abattus froidement par les Mexicains. Un homme réussit à s'échapper. Il s'agit de Henry Warnell, mais il mourra 3 mois plus tard à cause de ses blessures. Le fort Alamo n'est pas encore sous contrôle. Une poignée de Texans résiste encore devant l'église. Sur le toit, le capitaine Dickinson dirige le feu de ses 3 canons. Les volontaires de Crockett sont à couvert derrière des sacs de sable et défendent avec acharnement l'entrée de l'église. Mais l'étau se resserre de minute en minute. Certains tentent de s'échapper de cet étau, mais les cavaliers mexicains ne leur laissent aucune chance. Désormais, les Texans ne sont plus qu'une vingtaine à se battre. Devant la porte de l'église, Davy Crockett et ses hommes tirent et rechargent le plus vite possible. Mais rien ne semble faire peur aux soldats mexicains qui continuent à resserrer leur étau. Le colonel Morales ordonne de tourner la pièce de 18 livres contre les derniers Texans retranchés et à pilonner la chapelle. À l'intérieur de l'édifice, les femmes, les enfants et les non-combattants entendent les cris des soldats mexicains qui se rapprochent de plus en plus de la chapelle. La pièce de 18 livres s'acharne désormais contre l'édifice et les premiers à tomber sont le capitaine Dickinson et ses artilleurs. Le capitaine va envoyer une dernière charge avant de s'effondrer. Les compagnons de Crockett sont obligés de se replier dans la chapelle, tellement l'artillerie ne leur laisse aucune chance. Il ne reste plus qu'une dizaine de survivants désormais, et ces derniers vont s'enfermer derrière la double porte en chêne. Mais elle ne résiste que très peu de temps aux coups de canon. Les Mexicains piétinent les débris et entrent dans la chapelle. La confusion règne au sein de l'édifice, car les Texans ouvrent le feu sur les soldats mexicains. Puis, un violent combat au corps à corps cède la place aux coups de feu. On n'entend plus que des insultes et le fracas des armes. Robert Evans souhaite exaucer le souhait du lieutenant-colonel Travis et rampe avec une torche jusqu'au magasin à poudre pour le faire exploser. Mais en vain, il sera tué par les Mexicains avant qu'il n'ait pu rendre un dernier service à la cause du Texas. Les soldats mexicains se précipitent dans la sacristie, où ils y découvrent les non-combattants. Un des soldats arrache le châle de Gertrudis Navarro, mais un Texan désarmé surgit soudainement de l'obscurité pour la protéger. Il sera transpercé de coups de baïonnette. Les Mexicains vont laisser la vie sauve à Brigido Guerrero, un déserteur de l'armée de Santa Anna qui avait finalement combattu pour la cause du Texas.
En fait, en jetant ses armes au sol, il a accueilli les Mexicains comme des libérateurs. En somme, il a joué la comédie pour pouvoir survivre. Les combats ne sont pas encore terminés, mais les officiers mexicains ont du mal à contenir l'agressivité de leurs hommes. Dans la sacristie, un soldat est sur le point d'abattre Susanna Dickinson, la femme du capitaine Dickinson mort plus tôt, et son bébé. La balle ne fait qu'effleurer le mollet droit de la jeune femme. Les officiers mexicains courent sur les lieux pour éviter de nouvelles effusions de sang. C'est Santa Anna qui décidera de leur sort. Pour le moment, rien ne doit leur être fait. La bataille de Fort Alamo est maintenant terminée. Des coups de feu se font encore entendre aux quatre coins de la mission. Mais ça n'arrête pas les Mexicains qui recherchent des butins. Les officiers établissent la liste de leurs pertes. Soudain, des acclamations se font entendre. Le général mexicain entre triomphalement dans l'Alamo. À ce moment précis, il est 6h30 du matin. Les Texans ont tenu une journée complète face aux troupes mexicaines. Une résistance qui mérite d'être soulignée. Le Napoléon de l'Ouest est aux anges, droit sur son cheval. Il lève son chapeau pour saluer ses soldats et dit au capitaine Fernando Uriza: Beaucoup de sang a été versé, mais ça n'a été qu'une petite affaire. Après 13 jours de siège, le Fort Alamo tombe aux mains des Mexicains. Et pour eux, la campagne du Texas s'annonce bien. Tout à coup, au milieu des ruines fumantes, le dictateur voit s'approcher le général Castrillon avec 5 ou 6 rebelles. Comme ils étaient blessés et désarmés, les officiers mexicains ont empêché leurs soldats de les abattre. L'un des prisonniers n'est qu'un adolescent. Un autre, plus âgé, prétend être Davy Crockett. Scandalisé par l'insolence du général Castrillon, le dictateur lui fait part de son mécontentement. Qui vous a donné l'ordre de faire des prisonniers? Je ne veux pas voir ces hommes vivants, qu'on les exécute, sur le champ! Au signal du dictateur, des membres de son état-major se ruent sur les Texans et les massacrent à coups de sabre. La scène est tellement hideuse que le général Castrillon détourne le regard. Par contre, le dictateur laisse la vie sauve à Joe, l'esclave de Travis. Malgré qu'il soit blessé, Santa Anna lui assure qu'il ne lui fera aucun mal, et comme le gouvernement mexicain ne tolère pas l'esclavage, il est libre. Mais bien sûr, d'abord, il doit montrer où sont les corps de ses maîtres, ceux de Travis et de Bowie. Joe, effrayé, va leur montrer où leurs corps sans vie se trouvent. Satisfait, le dictateur rassemble ses troupes devant la chapelle et leur fait un court discours. En somme, comme Napoléon, il les félicite pour leur victoire, les remercie pour leur fidélité et leur assure qu'ils seront tous récompensés une fois que le général Houston sera abattu. Puis, le dictateur repart à son quartier général pour dicter à son secrétaire son rapport officiel, dans lequel il stipule que l'Alamo est une forteresse redoutable. Il stipule qu'au total, il y a eu 600 morts texans, et que les Mexicains, eux, ne déplorent que 70 morts et 300 blessés. Il envoie même à Santa Anna le drapeau ensanglanté des New Orleans Greys, pris aux Texans lors de la bataille. La bannière trouvera une belle place dans la galerie des trophées des guerres mexicaines. En vérité, ces chiffres ne sont pas exacts. Certains régiments mexicains dénombrent la perte de plus de 182 des leurs. Cependant, ils ne dénombrent pas les morts hors de l'enceinte de l'Alamo ou ceux qui ont été abattus parce qu'ils se repliaient. Selon les témoignages de plusieurs officiers mexicains, le nombre des soldats tombés varie entre 200 et 250. En vérité, dès les premières heures de la bataille, les hommes de Travis ont fait 400 blessés et 200 morts du côté mexicain, dont 29 officiers. Les troupes mexicaines enterrent leurs camarades et pendant ce temps, le général en chef reçoit tous les éloges de Santa Anna suite à cette victoire. Pour lui, la cause de la rébellion est perdue d'avance. Les non-combattants sont emmenés dans la demeure de Ramon Musquiz, un habitant resté loyal au gouvernement mexicain. Les soldats mexicains rassemblent ensuite les corps des soldats texans et y mettent le feu. Seul Gregorio Esparza aura une sépulture, grâce à son frère qui a combattu dans les rangs de l'armée mexicaine. C'est vers 5 heures de l'après-midi que les Mexicains allument les bûchers pour faire brûler les corps des Texans.
Un épais nuage de fumée se lève dans le ciel et une odeur nauséabonde arrive à San Antonio. Par ailleurs, une civile qui voulait faire son linge au bord de la rivière a vu un Texan dissimulé sous un petit pont de bois. Alerté par la citadine, l'officier envoie une escouade sur le lieu et retrouve bien un Texan caché. Il sera abattu sans sommation. Santa Anna est satisfait. Pour lui, les Mexicains ont cessé de collaborer avec les pirates. Le dictateur va interroger les non-combattants retrouvés dans la sacristie. La veuve du capitaine Dickinson sera à son tour interrogée et le dictateur propose que son bébé soit élevé au Mexique, où elle sera traitée comme une princesse. Mais la jeune femme refuse. Son bébé est la seule chose qui lui reste au monde. Elle ne peut pas l'abandonner. Le colonel Almonte plaide sa cause et le dictateur finit par la relâcher en lui donnant 2 pesos d'argent. Elle sera accompagnée par Ben, un cuisinier noir, et ils doivent livrer un message à González de la part des Mexicains pour expliquer que la résistance texane a été vaine. Ce que les Mexicains ne savent pas, c'est que lors de la réunion du 1er mars 1836 à Washington-on-the-Brazos, la Convention a voté l'indépendance du Texas et un gouvernement provisoire a été élu. Le dimanche 6 mars, Smith donne à Richard Ellis, le président de la Convention, le message du lieutenant-colonel Travis. Ellis souhaite lever des troupes pour l'aider, mais le général Houston n'est pas du tout de son avis. Pour lui, il faut d'abord avoir un gouvernement sûr, puis attaquer. Et de surcroît, il émet des doutes sur ce message, car pour lui, ce n'est pas l'écriture de Travis, et il ne souhaite pas bouger de Washington-on-the-Brazos. Mais finalement, pendant que la Convention créait un gouvernement viable, il propose de partir pour San Antonio, afin de constituer en route une armée de volontaires. Après une courte délibération, la proposition du général Houston est acceptée. Le général se met alors en route avec 4 volontaires. Sur le chemin, il ne voit pas de soldats mexicains. Pour lui, Travis n'a raconté que des mensonges. Mais une fois arrivé à González, il s'aperçoit que la situation est un peu plus tendue. Les habitants commencent à fuir, car ils ont appris que les combattants dans l'Alamo ont tous été tués par les soldats mexicains. En interrogeant les habitants, ces derniers vont lui confirmer que depuis le 6 mars, ils entendent canonner au loin, mais que depuis peu, le silence est revenu. Le général Houston admet peu à peu son erreur de ne pas avoir cru au message du lieutenant-colonel Travis. Désormais, il souhaite réunir toutes les forces nécessaires pour aider Travis, mais il est trop tard. La nouvelle de la chute de l'Alamo lui parvient. Il envoie des éclaireurs pour confirmer les dires. Sur la route de San Antonio, les 3 éclaireurs croisent sur leur chemin Susanna Dickinson, son bébé, Joe et Ben, l'esclave de Travis. Les 3 confirment la nouvelle. Tous les combattants texans ont été massacrés par les Mexicains. Après avoir entendu le témoignage de Susanna Dickinson, le général Houston donne l'ordre de repli car González est indéfendable. Les civils suivent les volontaires texans pour échapper aux Mexicains. Ordre est donné de franchir le Colorado, qui sera pour Houston sa ligne de défense. Bien sûr, la guerre au Mexique ne s'arrête pas suite à la défaite du Fort Alamo. Le 17 mars 1836, les représentants élisent David Burnett, président de la République du Texas, dont la petite ville de Harrisburg devient la capitale. Le colonel Feinin et ses 344 hommes seront faits prisonniers par le général mexicain Urrea, mais Santa Anna donne l'ordre de les exécuter. Seuls 28 Texans réussissent à échapper à leurs bourreaux. Le 14 avril, le gouvernement texan est obligé de fuir Harrisburg, car les soldats mexicains se sont emparés de la petite ville. Le colonel Almonte et une 50aine de dragons sont envoyés à leur poursuite, mais en vain. Le 18 avril, Santa Anna donne l'ordre d'incendier la ville. Mais finalement, les hommes du général Houston se dirigent vers le sud, en direction de l'armée mexicaine. Un soldat texan dit: Le Texas demeurera fier de la résistance de Fort Alamo, mais celle-ci demeurera pour l'éternité un monument de déshonneur si on ne vengeait pas nos morts. Désormais, ce sont les Texans qui sont aux trousses des Mexicains. Finalement, la bataille face à Santa Anna aura lieu sur la rive sud du bayou
de Buffalo. La bataille de San Jacinto, qui durera que 18 minutes, sera le premier succès des Texans qui, contre toute attente, feront un prisonnier hors du commun, Antonio Lopez, le dictateur mexicain. Le général Houston décide de l'épargner. En échange, il devra écrire un ordre à ses hommes stipulant qu'il renonce au Texas. L'ordre est transmis à la hâte à Phil Zola, son commandant en second, pour le sommer de se retirer de l'autre côté du Rio Grande avec les autres corps d'armée. La campagne du Texas est désormais terminée. Le fort Alamo, bataille devenue célèbre, a scellé le sort du Texas. Tous les Texans voulaient venger cette défaite et le massacre subi par leurs camarades dans l'Alamo. Les colons du Texas ont gagné leur indépendance et une nouvelle république est née, cette fois sur le sol américain. Le vœu du lieutenant-colonel Travis a pu se réaliser, mais malheureusement, il n'a pas pu le voir ni en profiter. Davy Crockett, ses compagnons et Jim Bowie sont entrés dans la légende du fort Alamo et resteront pour le Texas des héros. Le fort Alamo sera abandonné, mais suite à l'entrée du Texas dans l'Union, l'armée américaine décide en 1849 de le réutiliser pour en faire son quartier général et un dépôt d'approvisionnement. Les murs de l'Alamo subiront des travaux et les troupes fédérales resteront sur les lieux pendant 30 ans. Elles quittent les lieux suite à la guerre de sécession. En 1878, un marchand français, Honoré Grenet, achète une partie de l'Alamo pour seulement 20 000 $. Jusqu'à sa mort, il va complètement changer l'ancien champ de bataille. Seule la chapelle est encore debout, mais elle sera vendue le 16 mai 1883 à l'État du Texas. C'est l'association Les Filles de la République du Texas qui sauve l'endroit pour qu'il perpétue la mémoire des hommes et des femmes qui ont participé à la révolution de 1835-1836. L'organisation devient définitivement propriétaire le 4 octobre 1905. La chapelle impressionne et émeut tous les touristes qui s'y rendent. Par ailleurs, sur la porte d'entrée de la chapelle, une plaque en bronze rend hommage à ces combattants pour que le Texas soit un État libre. Silence, toi qui entres. Ici des héros sont tombés pour ouvrir la voie aux générations futures.